Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui touche le Québec depuis des mois, les travailleurs étrangers temporaires, qu'on appelle souvent par l'acronyme, donc les TET. On en parle beaucoup, mais souvent par fragments. Dans les médias, on nous présente des unes et des histoires touchantes. On parle des besoins de main-d'œuvre, des règles gouvernementales, de la paperasse, des démarches, des coûts. Et pourtant, derrière chaque embauche, il y a des humains, des projets, des arrivées, des enracinements qui sont parfois super réussis, mais parfois gâchés. Et j'ai envie qu'on prenne aujourd'hui un pas de recul. Est-ce que toutes les entreprises qui recrutent à l'étranger devraient vraiment le faire? Sont-elles prêtes à le faire? Le font-elles bien? Est-ce que c'est normal d'aller chercher quelqu'un au bout du monde pour un emploi dans un McDo? Et surtout, jusqu'où l'entreprise privée tente ou veut remplacer le gouvernement dans ce dossier d'immigration temporaire. Pour éclairer tout ça, je reçois aujourd'hui Mélissa qui travaille en soutien en mobilité internationale. On va parler éthique, transparence, projet migratoire, mais aussi lucidité. Salut Mélissa. Bonjour Tania. Merci d'être là. Merci de l'invitation, ça me fait un plus grand plaisir. Merci à toi. Puis ça fait tellement longtemps que j'ai envie qu'on enregistre cet épisode-là parce que tu sais, moi, je m'intéresse à ce sujet-là depuis des mois, des années, parce que j'enseigne en francisation depuis très longtemps et j'ai eu dans mes classes, évidemment, surtout depuis la fin de la pandémie, hein, donc depuis 2021, énormément de travailleurs étrangers temporaires dans mes cours. Puis, tu sais, j'ai l'impression que on parle beaucoup de travailleurs étrangers, on sait pas trop comment parler, même les gens, visiblement, qui les embauchent, savent pas trop comment ça marche tout le temps. Donc, je ne compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit que savaient pas trop exactement quel niveau de francisation ils devaient atteindre, par exemple, ou comment ils allaient renouveler leur permis s'ils parlaient pas assez français, quel examen de français ils devaient passer pour réussir. J'ai l'impression que les gens ne le savaient pas, mais que leurs employeurs ne le savaient pas non plus. Donc, j'ai envie qu'on éclaircisse un petit peu la situation des travailleurs étrangers temporaires au Québec, dont on parle, en fait, puis même, j'ai l'impression que les médias savent pas trop comment parler, on sait pas trop où se positionner, tu sais, est-ce qu'on est empathique avec les gens, est-ce qu'on est fâché contre les entreprises qui font ça tout croche, tu sais, on dirait que on a vraiment plusieurs sentiments contradictoires. Puis j'ai vraiment envie qu'on fasse le tour avec toi de qu'est-ce que c'est, en fait, un travailleur étranger temporaire. Puis j'ai envie de te demander, d'entrée de jeu, quand on parle de recrutement international optimal, selon toi, ça veut dire quoi dans la vraie vie? Tu sais, pour une entreprise, pour une institution, qu'est-ce que c'est le recrutement international et comment on devrait le faire adéquatement? C'est un super bon point que tu abordes, qui est vraiment la base, je crois, du succès à long terme, parce que souvent, un peu comme tu l'as mentionné, ces gens derrière les mobilités internationales qui sont des talents ont un projet de vie à long terme. Mm-hmm. Par contre, le long terme est, veut pas, avec des pièces de casse-tête très, très précis qu'on doit idéalement savoir avant d'arriver pour être capable éventuellement de les atteindre. Ton point de vue de francisation et tout ce que tu fais dans ton métier, moi, c'est ce que j'aime appeler un des 72 petits tiroirs, en fait, d'un oui, projet. Un tout petit tiroir. C'est un tout petit tiroir, mais de ce que tu viens de mentionner, qui est en effet très complexe. Et si on est mal informé dès le début de savoir qu'il y a un niveau X à atteindre pour telle continuité, éventuellement, ben oui, on vit des déceptions autant d'un côté d'entreprise que d'un côté d'un talent international. Pour ce qui est de l'optimalité, en fait, c'est toujours de bien concevoir qu'un parcours de mobilité internationale, c'est vraiment 3 grandes étapes. Donc, il y a le recrutement en tant que tel, qui est souvent une recherche de compétences techniques, les hard skills qu'on appelle. Il y a toujours un peu les soft skills aussi qui vont derrière. Donc, quand on parle du recrutement, mis à part ce qui vient après, donc les démarches d'immigration, qui est la paperasse, et le projet de vie personnel de cette personne-là, ben, pour que le recrutement soit optimal, il faut déjà poser les bonnes questions. Que ce soit, est-ce que tu es déjà venu au Québec? Est-ce que tu connais le Québec? Souvent, les gens vont dire, moi, je veux venir travailler au Canada.
Le Canada, c'est très grand. Le Québec est différent du reste du Canada. De on par en la est langue, fiers. de par la culture, de par l'emplacement géographique. Hein. On n'est pas à Vancouver, on n'est pas à Toronto. Hein. Exactement. Et oserais-je dire, tu le sais, moi, je suis dans une région du Québec. Les régions du Québec sont très propres une à l'autre et ne sont pas Montréal ou Québec, qui est notre capitale nationale. Donc, déjà, c'est d'avoir une espèce d'entonnoir très rapidement dans un recrutement et d'informer rapidement le candidat qu'il ne s'en va pas habiter dans une métropole, que ce soit les enjeux de transport, et de voir combien il y a d'humains aussi dans son projet de mobilité. Est-ce que la personne, elle est seule ou elle arrive avec son conjoint, ses 3 enfants, son chien et son lapin? Et au niveau d'un recrutement traditionnel, ben on le fait pas nécessairement quand on engage localement. Parce que c'est pas des enjeux auxquels... Parce que c'est des gens qui sont déjà ici, en fait. Exact. Donc, il y a toujours cette fine ligne entre qu'est-ce que l'entreprise qui recherche un talent doit aborder côté personnel. Mais quand on recrute à l'international, on n'a comme pas le choix un peu de s'intéresser à tout ce qui englobe le projet personnel aussi derrière. Et je crois que c'est vraiment ça qui doit être mis de l'avant avec beaucoup, beaucoup d'importance. Oui, puis revenons aussi à la base. Là, c'est quoi un travailleur étranger temporaire? Ben, en fait, le travailleur étranger temporaire, et ça, on s'en est déjà parlé, Tania, toi et moi, peut-être la méconnaissance, en fait, autant de la population québécoise, à la limite canadienne, que le monde entrepreneurial, de qu'est-ce que c'est un statut temporaire et un statut permanent. C'est vraiment une distinction à bien connaître pour un peu mieux se positionner, que ce soit dans nos conceptions de notre société ou tous ces gens qui arrivent chez nous pour des besoins précis. Le travailleur étranger temporaire, c'est vraiment, le terme le dit, là, temporaire. Donc, arrive ici avec un statut précis et d'une durée prédéterminée. Donc, que ce soit 1, 2 ou 3 ans. À la base, le projet... le mentionner, on peut pas avoir un contrat plus que 3 ans. Donc, la limite là, pour un TET, c'est 3 ans. Exactement. Et dans ce projet, ben, il y a éventuellement, potentiellement, la possibilité d'accéder à la résidence permanente pour que le projet ne soit plus temporaire et plutôt permanent. Mais il faut être en mesure de basculer d'un statut vers l'autre. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont souvent mal divulgués aux candidats ou à la limite aux entreprises qui vont faire affaire avec des experts qui ne se font pas expliquer quel sera le processus de leur candidat pour pouvoir basculer vers la résidence permanente. Donc, si on va recruter dans des pays qui sont allophones et qu'on ne mentionne pas à la base l'importance du français au Québec pour éventuellement passer dans un statut qui n'est plus précaire ou temporaire, encore là, c'est des gros enjeux qui arrivent très rapidement où les gens ne sont pas en fait préparés pour la suite des choses. Oui, puis est-ce que ça se peut que, en tout cas, dans l'expérience que moi j'ai l'impression, autant que les entreprises que les personnes embauchées à l'étranger manquent d'informations. J'ai l'impression qu'il y a des deux côtés. Souvent, il y a des gens qui sont surpris. Là, moi, j'ai des étudiants qui, en arrivant au Québec, ont été... ils ont vu les pancartes à l'aéroport puis ils se sont dit « Hi! On parle en français ici, alors que moi, j'arrivais au Canada, dans un pays anglophone. » Puis là, des fois, je me dis « Mon Dieu, c'est pas de la faute de la personne, mais c'est de la faute à qui, en fait, si on n'a pas de pédagogie, que les entreprises sont pas très informées, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, en fait, pour avoir une bonne information, autant pour les gens qui décident de venir travailler ici de façon temporaire, qu'on leur dise que c'est pas parce que tu vas avoir un contrat pendant 3 ans que automatiquement ton rêve ou ton projet va devenir un projet à long terme. Puis voici, en fait, ce que tu devrais faire pour que ça devienne un projet à long terme parce que tu as des facteurs tu dois combler des facteurs. Tu dois avoir un niveau de français, par exemple, ou tu dois avoir parfois un niveau d'études ou parfois un certain âge dans les grilles ministérielles. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qu'on ne sait pas. Qui ne fait pas son travail? Ben, de là pourquoi la préparation en amont, elle est critique d'un point de vue juste au niveau de la langue française. Moi, personnellement, ce n'est pas normal qu'une personne qui atterrit à Montréal réalise pour la première fois à l'aéroport que tout est écrit en français. Ça ne fait aucun sens pour moi. Peut-être pas à l'aéroport, peut-être un peu plus après, parce qu'à l'aéroport, c'est quand même, on voit quand même les deux langues un peu partout, là. En mais effet. Quand tu arrives à Drummondville ou quand tu arrives à Gatineau, à Amos, parce que les gens, ils vont partout en région travailler. On parle
Mais bon, on parlait de Montréal tantôt, mais tu sais, la réalité des travailleurs temporaires, elle est partout, là, en Gaspésie, en Abitibi, dans les cantons de l'Est, tu sais, où toi tu es. Donc, tu sais, souvent, c'est lorsqu'ils arrivent dans l'entreprise qu'ils font comme, oh, attends, tu sais, tout le monde parle français ici, ou tout se passe en français, puis on me l'avait pas nécessairement dit, tu sais, puis à quelque part, je pense que la personne qui vient doit être quand même plus curieuse, là, tu sais, quand, tu sais, si moi, demain Exact. matin, tu me donnes un contrat à Chibougamau, ben, je vais regarder un peu, c'est où, c'est quoi, tu sais, je vais regarder des photos, je vais regarder, je vais m'informer. Mais des fois, le projet de vie ou le rêve de s'établir au Canada est peut-être tellement grand, ils sont tellement heureux de le réaliser, en fait, que je pense qu'il y a peut-être des étapes qui sont passées Exact. rapidement. Puis, tu sais, dans le cas d'un travailleur étranger temporaire, donc qui vient quand même combler un besoin d'emploi et oserais-je dire immédiat, là, quand les travailleurs étrangers temporaires atterrissent, souvent vont débuter leur emploi dans les jours ou même la semaine suivant l'arrivée. Donc, tu sais, le délai d'entrer dans la routine, que ce soit d'emploi ou de la vie sociale, elle est très, très rapide. Et de là, pourquoi, au niveau du recrutement, que ce soit d'une entreprise ou, oserais-je dire, des établissements scolaires, donc les étudiants étrangers aussi, c'est primordial dès le début, cibler euh, ces points de vue sociaux hyper importants comme la langue et la reconnaissance des diplômes ou quoi que ce soit pour le conjoint et la conjointe. Il y a vraiment des priorités critiques à adresser dès le recrutement c'est ce que je déplore souvent qui est mal fait. Donc, une entreprise, par exemple, régionale, souvent, qui va vouloir s'équiper d'un recrutement, d'une agence, un recrutement international parce qu'ils ne sont pas équipés à l'interne pour le faire. On s'entend, nos PME au Québec, plusieurs n'ont pas ou peu de ressources humaines en place. Si on passe au monde Ouais. de la construction, par exemple, où il manque plein de gens, les petites compagnies de construction locales en T'as pas un région, ben recruteur international non, dans ton bureau d'ARH, là. c'est ça. Tu sais, le propriétaire, il fait à peu près tous les chapeaux possibles d'une entreprise. Là. Donc, c'est pas lui qui est outillé pour aller faire un recrutement international ou même de s'en informer. Donc, oserais-je dire, quand tu es en région puis tu n'as peut-être pas de ressources locales pour un recrutement international, tu te tournes vers peut-être des plus grandes firmes, vers Montréal, par exemple. Mais les firmes de recrutement de Montréal ne connaissent pas les réalités régionales, qu'elles soient en Estrie, en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent. Mm-hmm. Donc, malheureusement, au niveau du recrutement, faut que l'entreprise se doit d'être très curieux et oserais-je dire de recruter son agence de recrutement. Dans sa Euh, région, si ouais, c'est possible. de vraiment s'outiller, de dire ben comment ça se fait que dans mon échange initial face au profil que je recherche, on m'a même pas posé la question à quoi ressemblaient les recherches de logement dans ma région en ce moment, l'accès à la francisation, le transport commun, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas? Tu sais, Parce que là, puis on va se le dire, l'entreprise, dans les derniers jours, là, les trois secteurs que tu viens de nommer, hein, autant le transport, la francisation que le logement, on peut pas se dire que ça va super bien au Québec, là. Tu sais, je te dois dire non de la tête, tu sais, cette semaine, on est vraiment dans un contexte où il y a une grève des transports, par exemple, à Montréal, mais tu sais, trouver un appartement à un prix adéquat, que ce soit à Québec, à Gaspé ou à Sherbrooke, c'est pas une chose facile. non, et ça ne l'est pas en fait depuis 10 ans, là. Tu sais, c'est pas C'est ça. nouveau. C'est Mais pas encore nouveau, une mais tu sais, fois, les ressources locales vont avoir développé des stratégies, des réseaux où, justement, la facilité de trouver un logement, je dis pas que c'est facile, mais c'est beaucoup plus facile quand on est sur place et qu'on a un ben oui. écosystème qui est établi que la firme de Montréal qui sait pas la différence entre Sherbrooke et Magog. Donc, c'est ce que j'incite beaucoup les entreprises et c'est souvent ce que je vais aussi un peu challenger mes entreprises qui vont Avec qui tu travailles. souhaiter que j'accompagne leur talent. C'est la première question que je pose. Qui a fait votre recrutement et à quel point vous avez été investi dans le recrutement? De dire, je te donne le mandat, trouve-moi 8 CV et de zéro s'impliquer dans une Ouais, entreprise on a délégué régionale, 100% la tâche à une entreprise, là, puis on n'a pas... c'est pas une bonne idée. non, non, parce Non. que justement, tu sais, on se retrouve avec des problématiques, tu sais, puis je pense que, tu sais, au niveau des logements, mais tu sais, on parle de francisation, tu sais, ça, c'est vraiment mon chapeau à moi, ou ce que je connais le plus, tu sais, puis, tu sais, non seulement il y a des listes d'attente, mais tu sais, au niveau des entreprises, c'est dur d'accommoder tu sais, l'horaire qui convient à toutes les entreprises, tu sais, ou encore de trouver une place en classe. T'sais, non seulement ça, c'est complexe là, avec les coupures qu'il y a eu à Francisation Québec, je veux dire, c'est pas revenu exactement comme avant, tu sais, puis
oui, l'attente, mais aussi d'avoir comme on parlait, d'un horaire adéquat, mais aussi des conditions de francisation correctes et justes, là, parce que, quand on se parle de, par exemple, pour renouveler un permis de travail, on a quand même un projet je pense qu'en fait, on n'a pas le projet de loi, on est vraiment rendu à l'intérieur. Il faut avoir un niveau 4 pour renouveler un permis de travail, tu sais. Et un niveau 4, souvent, les gens savent pas trop ce que c'est non plus, tu sais. Personne, les recruteurs leur ont pas nécessairement expliqué ce que c'était, puis combien d'heures ils avaient besoin de cours de francisation pour atteindre ces niveaux-là, par exemple. C'est comme si on vivait un peu dans un monde magique de tu sais, mon nouvel employé arrive, il va apprendre le français sur le plancher, il va apprendre le français avec ses collègues, mais dans le fond, un peu, mais pas nécessairement assez pour atteindre les niveaux exigés. Puis, oserais-je dire encore une fois, la préparation en amont, quand on pense à une ligne de temps d'un recrutement international entre le recrutement, les démarches d'immigration et l'arrivée officielle de ton talent, là, minimalement, il y a souvent 12 mois qui s'écoulent entre tout ça. Donc, si le talent n'est jamais mis, si tu veux, dans l'atmosphère qui lui attend, exact, ben là, on vient de perdre 12 mois potentiellement de francisation qui aurait pu débuter dans son pays d'origine. Il y a des programmes qui existent. Est-ce qu'ils sont adaptés? Peut-être pas tant. Non, ils sont peut-être pas nécessairement parfaitement adaptés, mais quand même, tu sais, le français demeure le français, là. Tu sais, je veux dire, si on fait un cours à l'Alliance française de Manille ou dans une école de langue privée à Lima, tu sais, je veux dire, on a quand même un cours de français. Tu sais, est-ce que c'est adapté? Tu sais, même si on est français, on arrive ici puis il y a des expressions qu'on comprend pas. Tu sais, c'est normal, mais 12 mois, tu sais, une entreprise qui voudrait vraiment, par exemple, avoir une bonne pratique, ce serait d'offrir un cours de francisation, de français langue seconde en ligne, par exemple, ou sur place dans la ville de résidence de la personne, puis qu'on ait un niveau de français avant d'arriver. Tu sais, 12 mois, c'est assez long pour avoir une bonne base, là. Ça serait tellement fantastique. Et on le voit, je dis pas que ça ne se fait pas. Oui, il y a des entreprises qui le font, oui. Mais tu sais, même dans l'évolution, qui est souvent là, très, très impressionnante. Là. Je pense récemment un monsieur du Brésil qui est arrivé dans ma région. Lui, il a fait de la francisation 12 mois avant d'arriver. Wow. Il avait un niveau, d'après moi, là, tu serais meilleur que moi pour faire l'évaluation officielle, mais il était à son niveau 4. Et même lui, dans sa préparation d'arrivée là, pour vrai, là, j'arrive à Montréal, je m'en viens à Magog et je m'installe, j'ai quand même eu la conversation avec lui de lui dire, là, premièrement, sois extrêmement fier de tout ce que tu as accompli. On est capable d'échanger exclusivement en français. Là, j'ai pas utilisé mon portugais zéro pendant notre rencontre. Tu parles portugais couramment, là. Mais, tu sais, c'est lui qui me l'a demandé. Il me dit ça, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on ne parle pas portugais du tout. J'aimerais vraiment pouvoir pratiquer mon français. Mais bien sûr. Et je lui ai quand même dit, quand tu vas arriver vraiment là, ici et que tu vas vivre ton quotidien dans une région au Québec, sois fier et sois aussi prêt à ajuster, à répéter, à demander aux gens de répéter parce que c'est pas écrit dans ton front « Allô, je viens d'arriver il y a 2 jours et j'ai un niveau 4 de français ». Donc, à l'épicerie, par exemple, la dame qui va échanger avec toi, elle va parler, elle, dans son français courant et tu risques de pas comprendre 3 mots sur 4 là, parce que tu viens d'arriver dans l'espace franco-québécois. Donc, tu sais, je l'ai quand même préparé à dire ne sois pas déçu parce que il est vraiment hot ton français, mais c'est sûr que tu vas avoir une période d'ajustement. Ouais, c'est normal. C'est normal même pour les francophones qui arrivent, par exemple, de l'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, qui ont des niveaux de français extraordinaires, qui sont même francophones parfois, mais que ça prend quand même quelques semaines s'ajuster à l'accent, la prononciation, aux expressions figées, qui sont pas exactement les mêmes non plus là, fait que c'est sûr que c'est plus complexe pour tout le monde. Donc évidemment, il a de quoi être fier de son français, puis que cette personne-là avait fait ça de son propre chef, c'est sa compagnie d'embauche. C'est son entreprise, de par son recruteur, qui est un excellent recruteur, qui lui avait déjà dit on va débuter ça dès que possible et ça a été une très, très belle progression. Puis, tu sais, oserais-je dire, toi, tu les côtoies sûrement moins, mais les Français de France. Oui. Je les ai pas du tout dans mes cours, en tout cas. Mais c'est ça, tu sais, on sous-estime souvent à cause de la langue que, eux, ils vont s'arranger, tu sais, ça va aller, ils parlent français. Mais eux aussi vivent souvent des enjeux face au choc en fait culturel par rapport à la langue française et se doivent vraiment adapter leur niveau de compréhension et ben eux on dit ben non on va pas les soutenir, ils vont être corrects mais
Alors C'est qu'ils ont faux. besoin d'être C'est soutenus aussi, faux. tu Ils ont sais. besoin d'être soutenus. Ben oui, tu sais, c'est pas parce que tu connais de langue que tu maîtrises la culture. Tu sais, je veux dire, tu peux être français, marocain, algérien, tu sais, camerounais, mais arriver au Québec puis pas comprendre nécessairement les codes culturels, tu sais, reliés par exemple au travail, à la Exactement. hiérarchie, comment ça marche, mon chèque de paye, c'est quoi ça du RQAP. Tu sais, je veux dire, peu importe, là, tu sais, il y a plein de choses que tu as besoin quand même de savoir, même si t'es francophone, tu sais, puis j'ai l'impression qu'on l'oublie souvent, ça, tu sais, on prépare les allophones ou les personnes qui parlent pas français, tu sais, en francisation avec des cours, tu sais, où on fait et de la langue et de la culture, mais les personnes qui sont francophones qui arrivent ici, ben, souvent, des services, elles n'en ont pas vraiment. Exact. Puis tu sais, dans tes cours de francisation, tu as tout l'aspect social aussi qui se Mhm. développe. Tu sais, les amitiés se forment, les Ben oui, échanges. Les gens d'origine des petites familles. francophone, eux auront pas, tu sais, ces petits groupes où on peut vraiment se ressentir une certaine empathie envers ton parcours, mon parcours. Donc, tu sais, eux doivent aller chercher un nouveau tissu social qui est différent, tu sais, qui ne passera pas par la francisation, qui est hyper importante dans la vie sociale de tes Ben étudiants. oui. Ben oui, évidemment, tu sais, puis c'est pas parce que j'ai eu des étudiants travailleurs étrangers qui sont représentatifs de l'ensemble des travailleurs étrangers non plus, tu sais. Mais, tu sais, je trouve qu'on voit, tu sais, évidemment, on comprend là, avec ce que tu viens de nous raconter que, tu sais, il y a des gens qui vont suggérer des bonnes pratiques, tu sais, aux gens, par exemple, d'apprendre le français, voyons, de s'informer sur la région où ils s'en vont, évidemment, en découvrir un peu plus sur l'entreprise qu'ils vont intégrer, tu sais. Mais je remarque aussi dans les médias depuis quelques mois que, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui semblent un peu, je sais pas comment dire, mais tu sais, s'improviser un peu gouvernement. Tu sais, j'ai l'impression que les entreprises, on en a vu beaucoup aussi dans les dernières semaines dans les médias, mais aussi à l'Assemblée nationale où il y avait justement des rencontres là, avec les entreprises pour ben, écouter en fait les doléances là, des milieux. Tu sais, puis j'ai l'impression qu'on semble parfois vouloir un peu se, substitu- se, se substituer au rôle du gouvernement. Tu sais, de dire, hey, tu sais, moi, je vais aller embaucher des gens à l'étranger, mais c'est comme si on s'informait pas vraiment des critères que ces personnes-là vont devoir avoir par la suite, tu sais, pour rester. Tu sais, c'est comme si on disait, écoute, tu sais, moi, je veux combler mon besoin, j'ai besoin de 15 soudeurs, tu sais, puis qui parlent français ou l'âge qu'ils ont ou le diplôme qu'ils ont, ben, tu sais, ça m'importe peu. Moi, je veux avoir des soudeurs, tu sais, puis il y en a évidemment, tu sais, qui ont des super bonnes pratiques. Là, j'en connais plein des entreprises qui travaillent bien, qui ont été à l'étranger, avec qui ça va bien, mais je me demande en fait où s'arrête le rôle de l'entreprise dans le destin, en fait, migratoire. Mhm. Tu sais. Écoute, c'est sûr, tu le sais, j'ai suivi assidûment Mhm. les dernières semaines au niveau de l'Assemblée nationale face à toute la consultation publique qui a eu lieu. Ouais. En fait, je crois que c'est vraiment plus gros dans le sens où c'est vraiment un enjeu démographique qui est encore une fois quelque chose qu'on parle peu dans notre société Ouais. en général. Tu sais, un principe démographique d'une population, c'est quand même important au niveau de son passé, son présent et son futur. Et je crois que les entreprises qui se sont, il n'y avait pas juste des entreprises, en fait, il y avait vraiment des associations de main-d'œuvre. Mhm. Il y avait des Les témoignages de institutions, nouveaux arrivants, toutes les universités, les les regroupements des cégeps, les écoles cégeps. privées, Tu les sais, DEP, les centres de services scolaires qui offrent des DEP, tu sais, plein d'intervenants de partout, mais là. c'est un peu ça. Tu sais, je crois que toutes les branches de notre société qui gèrent quotidiennement notre démographie se sont présentées pour dire un instant, là, je crois que beaucoup de gens n'ont pas voulu nécessairement mettre au défi le gouvernement actuel face à ce qu'on en veut plus, nécessairement en quantité faramineuse, mais plutôt l'aspect de garder ceux qu'on a ici, Mhm. qui sont Ceux qui sont déjà déjà, là. Oui. oui, parce qu'il y a quand même eu un besoin de main-d'œuvre qui a été comblé, qui est apparu Mhm. avec notre démographie qui est très, très, très changeante depuis les dernières années et qui ne Oui. va qu'en déclin. Donc, ces gens-là ont su répondre à un besoin et, oserais-je dire, en théorie, le système d'immigration au Canada et au Québec, il est pas mal pensé, il est mal exécuté depuis des années, mais à la base, une entreprise ne peut pas embaucher un travailleur étranger sans avoir fait des preuves Ouais. d'avoir tenté de recruter localement. Et ça, les gens, ben, en fait, on le mentionne peu. Mhm. Et une entreprise qui va à l'international chercher, très rarement le fait par choix. Il le fait vraiment par une C'est pas leur certaine... premier choix, là, tu sais. Non, C'est ça parce qu'ils ont coûte essayé vraiment autre beaucoup chose avant. d'argent. Oui, oui, oui. Et Ben oui. puis,
dans des régions, il y a eu une mobilisation vraiment significative au niveau des régions québécoises en disant, écoutez, nous, on n'en a plus de gens dans nos régions, là. Nos jeunes vont vers les grands centres, nos centres de formation professionnelle sont vides, notre population est vieillissante, les boomers s'en vont à la retraite, on n'en a plus. Mais je pense que ça a été entendu, en tout cas, du moins, tu sais, en ce qui concerne les régions, je pense que le gouvernement a entendu. Oui, mais il n'y a rien en place, en fait, pour répondre aux besoins. Il n'y a pas de différenciation présentement entre une région du Québec comme la Côte-Nord, qui vit une réalité complètement différente de la mienne, qui est à 1 heure et demie de Montréal. Il n'y a pas d'ajustement régional en ce moment. Et pourtant, la régionalisation de l'immigration dans laquelle on a investi depuis des décennies, oui, il y a eu une belle augmentation, mais c'est aucunement significatif pour répondre aux besoins autant des écoles, des centres, des services sociaux. Tu sais, on les a moins entendus. Tout le système d'éducation, le système de la santé se sont pas prononcés à l'Assemblée nationale parce que le gouvernement, c'est leur boss. Mais eux aussi ont des enjeux de main-d'œuvre quand même importants dans les services sociaux, là. Oui, je pense qu'il y a des enjeux de main-d'œuvre partout, en fait, là, tu sais, mais tu sais, des fois, je me dis, oui, tu sais, ça coûte cher. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, on peut s'en parler tantôt, peut-être. Peut-être que tu peux nous dire, là, que, mettons, embaucher quelqu'un à l'international, tu sais, on parle de combien de milliers de dollars, par exemple, par dossier, environ. Encore une fois, ça va dépendre du niveau de l'autonomie de l'entreprise ou de l'entité qui recrute. Si tu diminues tes coûts au niveau du recrutement parce que tu t'impliques beaucoup et que tu minimises peut-être tes coûts au niveau des démarches d'immigration, parce que normalement, ce sont 2 experts là, qui chargent des frais quand même assez substantiels. Très rarement, on s'en sort en bas de 8 000 $ pour un candidat et ça peut monter très, très rapidement là, à des 15 000 ou 16 000 $ par candidat. Et un autre enjeu qui a été soulevé, c'est que une des restrictions qui a été abordée, c'est que les permis de travail, normalement, qui étaient pour 2 années, ont été restreints à 1 année. Donc, 1 an pour une entreprise, dans les délais d'immigration qu'il faut prévoir, ben, ton candidat, il arrive. 6 mois après son arrivée, tu dois déjà commencer le processus de renouvellement du permis, parce que ça prend 6 mois à renouveler un permis. Donc, là, on tourne dans une roue de paperasse et de coûts vraiment élevés que, oserais-je dire, va justement diminuer un peu la part de ce que tu mentionnais plus tôt. Est-ce que tous les restaurants fast-food devraient nécessairement aller chercher quelqu'un à l'autre bout du monde pour venir combler un poste qui pourrait être comblé autrement? Ben là, les coûts viennent de monter très, très rapidement pour ce que tu vas en recevoir à long terme. Oui, tu sais, je pense qu'il faut vraiment se poser des questions comme société sur la consommation qu'on a, là, tu sais, en Oui, disant, tu sais, est-ce que c'est normal d'avoir, tu sais, 8 restos rapides sur 2-3 kilomètres, puis d'avoir des gens pratiquement dans tous ces commerces-là ou dans tous ces restaurants-là qui sont, tu sais, qui sont en processus de travail temporaire, tu sais. Puis on en voit, là, tu sais, je suis sûre qu'on parle aux gens, on va dire, tu sais, si vous êtes allé dans un Tim Hortons, dans un McDo, tu sais, je parle de restauration rapide, mais ça pourrait être vraiment d'autres milieux, tu sais, où des gens, finalement, tu sais, occupent des emplois temporaires, tu sais, partout au Québec, tu sais. Puis je me demande parfois, tu sais, à quel point, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui soulèvent un peu aussi ces questionnements-là dans les médias ou dans la société, tu sais. Est-ce que les entreprises, tu sais, peu importe leur milieu, tu sais, devraient pas, par exemple, investir en automatisation ou investir dans la technologie, tu sais, puis évidemment, on peut pas combler chaque poste qu'un humain occupe par une machine, là, mais dans certains secteurs où on peut le faire, tu sais, pourquoi on n'investit pas plus en automatisation, par exemple, si c'est si complexe que ça? non, absolument. Puis tu sais, je crois qu'il faut quand même distinguer certains milieux qui sont un peu les piliers du Québec, là. Tout ce qui est le monde manufacturier Mm-hmm. est quand même très, très représentatif là, dans tous les types de secteurs de main-d'œuvre. Et le milieu, par exemple, tout ce qui est restauration, hôtellerie, tourisme, qui est aussi une grosse partie Ben oui, de notre économie énormément. québécoise. Les gens veulent venir découvrir le Québec, viennent souvent nous visiter et tout. Et ça a été démontré avec brillance, justement, à l'Assemblée nationale, tout ce qui est l'Association de l'hôtellerie du Québec, l'Association des restaurateurs, qui se sont présentés, ont parlé, bon, de ce qu'on vient de se dire, mais ont aussi un peu mentionné notre responsabilité au niveau de la société québécoise, où depuis des années, on n'a pas valorisé ces métiers-là chez nos Pas du jeunes. tout. Ben oui, c'est vrai. Et à quelque part, ça crée à long terme, donc encore une fois au niveau démographique, une interruption
de main-d'œuvre. Je veux dire, je sais pas C'est toi comme dans si le ton Québec s'était parcours, mais dit, tu sais, ben moi, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai aucun talent pour aucun DEP qui existe, là. Je veux dire, non, mais tu sais, je dans me ta serais plantée jeunesse, dans tous les emplois manuels. Mais, mais c'est mais moi, c'est j'ai aucun vrai. talent. Puis tu sais, c'est aussi vrai du côté manufacturier qui ont dit la même chose. C'est pourquoi est-ce que nos centres de formation professionnelle sont vides? On en a des Québécois qui seraient hyper bons en maçonnerie, Uh-huh, en uh-huh. charpentier-menuisier, Ben, en c'est pour plein de soudage. raisons, là. Tu sais, par exemple, tu sais, les emplois qui sont pas permanents, qui sont pas assez payés, qui ont pas des bonnes conditions de travail, tu sais, puis toi et moi, on sait, là, que quand on est, par exemple, dans un pays qui a eu moins de chance ou qui est même dans un pays du tiers-monde, tu sais, que c'est sûr qu'on préfère venir laver de la vaisselle à Chicoutimi que, que pas avoir d'avenir dans son pays, tu sais. C'est sûr et certain, là, tu sais, je veux dire. Puis moi, j'ai vu tellement de gens venir occuper des emplois pour lesquels ils étaient vraiment surqualifiés, là, tu sais, Ah, c'est sûr. vraiment À tout coup, surqualifiés presque. à tout coup. Mais la perspective du rêve, tu sais, ou la perspective du projet à long terme est tellement forte qu'ils vont piler sur leur orgueil, sur leurs études, sur leurs compétences pour faire un emploi qu'on veut pas faire, tu sais. Parce que moi, si tu me demandes si je vais travailler dans un CHSLD, la réponse c'est non. Si tu me demandes si je veux aller travailler dans une usine sur une machine à coudre, la réponse c'est encore non. Puis si tu me dis, veux-tu aller laver des planchers la nuit chez Maxi, ben la réponse est encore non. Tu sais, même Exact. si on aurait valorisé ça dans ma jeunesse, je ne l'aurais pas fait. Tu sais, puis probablement que toi non plus. Tu sais, mais je pose pas de jugement. Mais ces gens-là acceptent de faire les emplois qu'on ne veut pas faire Mais parce c'est qu'il y de a un là rêve en bout de ligne. où ça revient un Tu peu à sais, ta question initiale au niveau du recrutement. Est-ce que c'est louable pour une entreprise de faire venir quelqu'un de l'Algérie pour être plongeur à 18 de l'heure quand tu sais qu'il arrive avec sa femme et ses 3 enfants d'âge scolaire et c'est un garderie? coût social. C'est un coût À social, ça. 18 Tu sais, de l'heure au Québec, on ne survit pas pour un budget familial. non. C'est Ben non, juste mais pas possible. l'Algérien avec ses 3 enfants puis sa femme pourra pas survivre non plus. Ben, je te confirme qu'il y a des enjeux majeurs par la Tu suite sais, qui se sont produits. Tu sais, et après ça, on se demande pourquoi est-ce que les demandes en banque alimentaire augmentent, que exactement. les disparités au niveau des classes, dans les écoles et tout, il y a des enjeux partout au niveau des signalements de la DPJ. Tu sais, je veux dire, c'est ça, quand on le fait mal initialement, Ouais. il y a des conséquences autant pour ces gens-là que pour la société d'accueil. Tu sais. Donc, Ben oui, tu sais, moi, je sais pas combien de gens m'ont dit qu'ils savaient pas à quel point le Québec c'était aussi cher. Tu sais, que le coût de la vie était si cher. Tu sais, qu'ils sont arrivés ici en se disant, waouh, tu sais, c'est un peu le rêve nord-américain, mais finalement, je vis pas tant de rêve parce que j'ai pas une scène à la fin de mon mois. Tu sais, je trouve que je trouve pas que c'est humain, en fait, de faire miroiter. Tu sais, il y a tellement de choses, puis finalement, la personne doit passer par un processus qui est complexe, tu sais, beaucoup plus qu'elle ne le pensait. Tu sais, puis je pense que ça révèle beaucoup de choses de notre modèle actuel, tu sais, d'à quel point on pense pas tant aux humains. Tu sais, puis là, tu parles de ceux qui arrivent avec leur femme et leurs 3 enfants, mais moi, j'en ai rencontré plein que la femme et les 3 enfants sont aux Philippines, sont en Afrique, sont en Asie, tu sais, sont au Pakistan, peu importe, mais ils sont pas là. Tu sais, on fait vivre des déracinements humains incroyables aux gens. Là, moi, j'avais une fille des Philippines dans ma classe il y a quelques années. Elle avait 2 jeunes enfants en bas de 5 ans avec sa mère à Manille, tu sais. mm, Puis tu sais, je me dis comme, tu sais, qu'est-ce que ça révèle, qu'est-ce que ça dit sur nous? Tu sais, moi, ça me fait capoter au niveau humain. non, puis tu sais, oserais-je dire encore une fois, tout dépendamment, là, c'est sûr, moi je suis dans le milieu, puis j'en ai vu un peu comme toi des vertes et des pas mûres de tous les Mhm. sens, tous les côtés, Ben oui. mais ça a été critiqué, ça aussi justement, tout le recrutement international qui a été engendré par les gouvernements, d'aller chercher des infirmières, des préposés aux bénéficiaires dans des pays subsahariens, Ouais. éventuellement, de par leur arrivée et comment ça s'est passé ici, les gouvernements des pays africains ont dit stop. Nous, pour Ben oui. l'instant, on ne veut plus. Vous venez chercher toute notre main-d'œuvre dont nous, Ouais, ce on a qu'on appelle besoin aussi. l'exode des cerveaux, là. Tu sais, c'est Exactement. documenté comme phénomène, là. Tu sais, Exactement. on vide les gens des emplois, ben, pas juste des employés, mais des talents chez eux, tu sais, pour venir en faire moins ici. Exactement. Tu sais, c'est triste. Tu sais, je pense que c'est triste, tu sais. Puis, tu sais, on va essayer de quitter l'humain. On parle beaucoup d'humain, mais j'ai envie qu'on revienne un peu, peut-être un peu aux documents, aux papiers, aux façons de faire. Tu sais, pour toi, là, qu'est-ce que ça représente un peu euh, comme démarche administrative, la charge d'emploi d'aller recruter à l'étranger? Tu sais, autant pour un employeur que pour une personne
Tu sais, tu parlais tantôt d'un délai d'1 an, mais tu sais, qu'est-ce que ça représente comme travail au niveau de la démarche à faire? C'est énorme. C'est énorme au niveau de la paperasse. Puis ce qui est correct en soi. Tu sais, je veux dire, si c'était encore plus simple que ça l'est déjà, peut-être qu'on aurait encore plus d'enjeux qu'on en a Oui, présentement. probablement. Mais c'est un peu justement quand, par exemple, parce que moi, dans mon métier de soutien, ben, je suis un peu une gestionnaire de projet avec tous les participants. Donc, autant l'entreprise, sa firme de recrutement, sa firme d'immigration et le talent éventuellement. Donc, une entreprise qui, pour la première fois, me dit, écoute, je pense que je suis rendue au recrutement international. Est-ce que c'est possible? Ben, c'est d'être transparent dès le début, avant même de le relayer vers une firme de recrutement ou une firme d'immigration, c'est de dire, est-ce que tu as une personne aux ressources humaines qui va pouvoir gérer tout ce qui va être à faire là, au niveau C'est des la réponse, c'est dépôts? souvent oui, tu sais, ou c'est, tu sais, majoritairement les entreprises avec lesquelles tu travailles ou ce que tu as vu dans ton expérience, est-ce que majoritairement les gens délèguent ce type de tâches à des emplois? Oui, hein? Oui, parce que les ressources humaines, d'emblée, que ce soit une petite ou une moyenne entreprise, sont déjà surchargées avec leur charge habituelle là, de gérer les ressources humaines déjà en place. Il y a le coût aussi, tu sais, rapidement, il faut être transparent puis dire, là, il faut être conscient que si tu engages des bas salaires, là, on revient au chiffre qu'on a dit tout à l'heure, là, c'est à peu près 6 000 $ d'investissement par tête pour une année. Donc, rapidement, Fait que ça, tu reprends, tu sais, ton 6 000 $, mettons que la personne reste 3 ans, tu le multiplies par 3. Exact. Ben, au niveau des renouvellements éventuels, c'est moindre, mais là encore là, est-ce que tu vas être capable de faire ton renouvellement, dépendamment de tous les autres enjeux là, qui doivent être soumises pour être capable d'avoir un renouvellement. C'est Donc, probablement pas non plus, parce que, tu sais, les gens dans les bureaux de gestion de ressources humaines, c'est pas des experts en immigration non plus, là. non, puis oserais-je dire, tu sais, les ressources humaines, souvent, ce sont des Québécois et des Ouais. Québécoises, donc n'ont pas nécessairement l'ampleur de tout ce que ça va représenter. Tu sais, nous, on est avec notre numéro d'assurance sociale, avec notre AMQ, avec nos assurances collectives, on sait c'est quoi, mais quand on se met rapidement à un peu divulguer les 72 petits tiroirs que cette personne-là va avoir à gérer, la ressource humaine, elle peut pas là tout faire ça. Elle a pas le temps, puis elle a pas non plus les compétences de connaître les ententes de réciprocité avec la RAMQ et les pays. Tu sais, c'est beaucoup de démarches à gérer, autant en amont, à l'arrivée, et oserais-je dire, après. Donc, si l'entreprise dit, écoute, je pense que oui, on va s'équiper d'experts, on y va, ben moi, j'encourage vraiment de concentrer leurs efforts dans l'entreprise au niveau de l'accueil en emploi de cette personne-là et surtout de préparer leur équipe existante. Tu sais, quand tu fais un recrutement international pour la première fois, si tu vas chercher 3 travailleurs colombiens et tu les intègres dans une équipe exclusivement de Québécois qui n'a jamais eu à travailler avec des gens issus de l'immigration, faut que tu les Il prépares. faut préparer avant que les gens Oui, arrivent, tu sais. Autant les gens qui arrivent que ceux qui reçoivent dans leur équipe, tu sais. voilà. Voilà. Donc, la transparence se doit d'être sur tous les niveaux, en fait, qui vont être impliqués dans cette espèce de projet de vie ou projet d'entreprise, là. Ouais, puis tu sais, c'est ça, c'est un projet de vie. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, comme ça qu'il faut le voir et non pas comme un projet strictement entrepreneur. Tu sais, c'est pas juste relié à l'entreprise, c'est tout ce qu'il y a autour. Tu sais, il y a quelqu'un qui Exact. arrive, qui est déraciné, qui doit se réenraciner, là, tu sais. Fait que c'est ça que c'est quelque chose de beaucoup plus large, hein, comme, comme dossier que si on pense qu'à un poste administratif, comme seulement un employé, là. Tu sais, c'est un employé, mais c'est Exact. aussi quelqu'un qui quitte son pays et qui arrive ailleurs, hein. Puis, tu sais, à l'inverse, au niveau du candidat, ben, eux aussi vont avoir des démarches administratives à soumettre dans le processus là, de paperasse. Encore là, de quel pays viennent-ils? Est-ce qu'ils sont, par exemple, de la France ou d'un pays européen où les démarches administratives, c'est assez commun, ou ils sont dans des pays où les démarches administratives, puis si tu veux, les encadrements de société sont très, très, très légers. Moi, des Philippins qui me disent, ben non, j'ai pas de permis de conduire, mais ça fait 20 ans que je conduis. Ouais, ici au Québec, ça fonctionnera pas. Tu sais, il faut quand même recadrer et des fois, c'est très exigeant pour eux d'aller même sur un portable. Tu le vis Ouais, peut-être des fois, compétences numériques est pas, c'est pas toujours limité. développé, là. Ouais. Ouais, Exact. puis c'est pas de la faute des personnes, là. C'est juste que, tu sais, ils viennent de régions ou de systèmes scolaires où ils ont pas vraiment appris à, tu sais, moi, ce que je vois, c'est que les gens savent utiliser un téléphone. C'est un téléphone Ouais, cellulaire, là, ça va, tu sais, puis un téléphone avec des applications comme WhatsApp, tout ça, mais aller remplir des documents, des PDF, des trucs, tu sais, c'est comme, tout est nouveau, là, tu sais, ils ont pas de compétences numériques, ben, pas tout le monde, mais beaucoup de gens qui ont pas de compétences numériques.
Fait que, tu sais, imagine quand la compétence numérique est pas là, avoir aussi la démarche légale qu'on doit faire, ben là, ça devient, Oui, et suite à l'arrivée, une fois arrivé, c'est pas ben fini, oui. là. Il faut tout mettre en place. Tout ce que nous, on a, en fait, systématiquement, parce qu'on est né ici, on a grandi, eux, on repart à zéro, là. C'est de là Hum. pourquoi on dit que c'est un projet de vie. C'est que tu prends carrément ta vie et tu dois recommencer l'entièreté dans un nouvel endroit qui est souvent encore plus grand défi si tu parles pas la langue. Ben oui, tu sais, puis qui ressemble probablement pas à chez toi non plus, parce que, tu sais, on part de, tu sais, une entreprise, par exemple, au Laos, puis on arrive dans une entreprise au Québec, ben, tu sais, on est vraiment à des années-lumière des réalités dans plusieurs champs, là, tu sais, puis quand tu regardes tu me parlais justement que tu avais écouté, là, tout ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale avec les écoles, avec les entreprises, tout ça. Quand on regarde les politiques migratoires actuelles, est-ce que c'est cohérent, en fait? Est-ce qu'il y a une cohérence entre ce que le gouvernement veut et ce que les entreprises pensent vouloir, tu sais? Puis par exemple, tu sais, quand on regarde les écoles, tu sais, je regardais certaines écoles qui disaient, tu sais, dans mon programme en Gaspésie ou telle affaire dans telle région, puis j'étais comme, tu sais, on peut pas non plus construire des projets d'avenir ou faire tu sais, des études de marché sur ce que les programmes vont avoir l'air dans quelques années si on se base sur une population qui est pas là. Tu sais, je trouve que des fois, on a des attentes, mais tu sais, qui représentent pas nécessairement toujours la réalité Ouais, je crois qu'en ce moment, en fait, la déception, c'est que c'est comme ça qu'on l'a fait depuis plusieurs des années. années et soudainement, on se fait dire ce sera plus possible de le faire comme ça. Donc, c'est peut-être aussi un choc de dire, puis d'avaler la pilule, là, de dire dans Mhm. des régions plus éloignées, va peut-être fermer son cégep ou va peut-être fermer son centre de formation Peut-être pas le cégep au professionnelle. complet, mais tu sais, des Non, fois, mais revoir les offres, tu sais. oui, exactement. Mais encore là, il faudrait encourager nos jeunes, peut-être d'aller étudier dans d'autres régions au Québec, tu sais, pour vitaliser Mhm. un peu et d'avoir des expériences différentes. Ça, Ou c'est tu sais, une d'offrir chose. des programmes, justement, tu sais, qui sont tellement alléchants, tellement orientés par rapport à ce qui existe sur le marché du travail que les gens vont vouloir y aller. Tu sais, je pense par exemple Exact. au Cégep de Jonquière, qui a un programme de la technologie des médias. Les gens viennent de Montréal, de Québec, de Sherbrooke pour aller étudier en ATM à Jonquière. Tu sais, mais sûrement que si on avait un DEP super intéressant sur X sujet, ben les gens viendraient aussi. Tu sais, je pense qu'il faut. Tu sais, c'est impossible de penser que pendant 20 ans, 30 ans, notre offre de service va être la même. Tu sais, la technologie Oui. change, les besoins changent. Je pense qu'il faut vraiment comme euh, tu sais, évoluer dans le bon sens, là, tu sais, puis se dire, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on peut offrir comme programme, tu sais, mais en tout cas, ça, c'est un autre débat un peu, mais tu sais, est-ce que c'est, tu sais, je reviens un peu à ce que je disais tantôt, tu sais, est-ce que il y a une cohérence entre le gouvernement puis le marché des entreprises ou encore le marché des établissements d'éducation, tu sais? Est-ce qu'on se Ben, rejoint quelque part ou pas du tout? je crois qu'en ce moment, comme on l'a dit, c'est vraiment la déception, en fait, de voir qu'il y a eu très peu de considération pour les gens qui sont présentement ici. Ah Donc, oui, pour ça, une c'est entreprise, ça représente je sais pas moi, la dernière année, les 3 dernières années OK, on a pu atteindre notre productivité, répondre à notre clientèle de façon continue et même de connaître une prospérité une avec tout ce croissance, qui ouais. s'est passé aussi, on s'entend là, avec toute l'histoire des tarifs et tout, tu sais, ça a beaucoup chambranlé en fait notre économie, où là on se dit, ben là, il faut produire plus ici, il faut être plus autonome au Québec, oui, d'accord, mais encore là, pour pouvoir garder ce que j'ai fait depuis les 3 dernières années, tu peux pas Faut que j'ai les gens m'enlever, qui sont là. tu peux pas m'enlever 13 travailleurs D'un coup, soudainement, ouais. puis que je ferme mon chiffre de nuit. Puis tu sais, souvent, l'enjeu qui a été aussi soulevé, c'est que malheureusement, de par comment on a un peu schématisé notre démographie québécoise et économique dans les dernières années, ben chaque corps de travail qui ferme ou chaque petit restaurant qui ferme en région, ben il y a des Québécois qui perdent leur emploi aussi, là. Ben oui, Euh, oui. donc là, on rentre comme dans un cercle vicieux où on sait plus trop où est la solution. Tu sais, je crois vraiment que c'est ça que les gens qui se sont présentés autant au niveau des établissements scolaires que des entreprises ou des regroupements économiques, c'est de dire là, laissez-nous au moins ceux qu'on a déjà, qui ont Oui. déjà entamé un processus de francisation. Ils habitent déjà des logements. Ils sont souvent dans Sont des... enracinés là, tu sais, dans Oui, notre ville, dans notre région, dans exactement. notre entreprise, tu sais. Et je Donc crois que oui, c'est tu sais, les ça, gens ouais. qui sont là, tu sais, évidemment, tu sais, je pense qu'il faut faire en sorte que tu sais, les gens restent, mais est-ce qu'on a besoin d'embaucher autant encore? Je ne croirais pas, mais encore là, de ce que je t'ai partagé, moi, ce qui est mon cheval de bataille depuis déjà plus d'une année,
c'est qu'on a présentement sur notre territoire québécois de la main-d'œuvre qualifiée qui sont avec des permis fermés et qui malheureusement ont perdu leur emploi, soit à cause de la situation économique là, qui s'est mise à dégringoler un peu en 2024 et qui s'accentue, ou de par justement les permis de travail qui ne peuvent être renouvelés. Ces gens-là sont déjà ici, ont des compétences que des entreprises voisines ou des entreprises de d'autres régions pourraient prendre. Donc, c'est comme du recrutement international local. Et ça, ce n'est pas adressé. Il n'y a pas de structure qui a été mise en place dans la dernière année suite aux 10% là, qui avait été annoncé par le gouvernement fédéral qui est toujours en maintien. Ces gens-là sont déjà ici, ont déjà vécu une période d'adaptation, sont déjà enracinés. Pourquoi est-ce qu'on bonifie pas ces gens-là? Mais pourquoi on n'embauche pas ces gens-là qui sont déjà ici sur des postes qu'on a besoin de combler? Mais c'est très peu adressé, c'est méconnu au niveau du répertoire qui existe et il n'y a pas de démarche simplifiée tant que ça non plus. Donc, une entreprise qui, et ça je le fais régulièrement, souhaite embaucher un ingénieur mécanique de France, hein, qui score très, très haut dans tous les pointages là, qu'on veut au Québec. Ben, s'il y a un permis fermé, il doit recommencer, en fait, et doit repayer pour un permis fermé. Il n'y a aucune... Pour quelqu'un qui est déjà sur le territoire. Exact. On le renomme, là. Tu sais, parce que je pense que ça, c'est, tu sais, d'abord, là, je pense qu'on n'aurait jamais dû, tu sais, pour moi, un permis fermé, c'est une aberration. Tu sais, je veux dire, tu sais, je comprends que ça, tu sais, que les entreprises en veulent en se disant que, tu sais, ils vont retenir, en fait, la personne dans leur entreprise parce qu'ils veulent pas que la personne, tu sais, quitte ou parte chez un concurrent, tout ça, mais je pense qu'on devrait avoir un délai maximal à la fermeture du permis. Tu sais, si jamais l'entreprise ferme, si jamais le poste est coupé, ben au moins on peut être embauché par une autre entreprise parce qu'on est déjà là, qu'on a les compétences qui sont recherchées. Puis, tu sais, parfois, tu sais, évidemment, peut-être que ça va inclure un déménagement ou tu sais, mais tu sais, au moins la personne est sur le territoire. Tu sais, puis ça, je trouve que on s'en a déjà parlé, puis on s'est même déjà dit qu'il faudrait mettre ça sur pied, tu sais, un genre de pairage entre gens qui sont déjà ici, tu sais, qui ont encore plusieurs mois, tu sais, parfois peut-être plus que quelques mois, tu sais, à offrir au Québec, qui sont là, que les compétences sont là, qui ont déjà l'expérience de travail au Québec dans une autre entreprise. Pourquoi ça existe pas? Tu sais, pourquoi le gouvernement fait pas un pairage entre ces gens-là? Tu sais, parce qu'on le sait, là, toi puis moi, on le sait, on sait que des gens vont rester sur le territoire quand même, tu sais. C'est un peu ça aussi qui a été mentionné et qui est peu, je crois, discuté. Ouais. C'est un peu ça. T'sais, en ce moment, avec la fermeture du PEQ, là, du programme d'expérience québécoise, il y a beaucoup de Français, en fait, qui présentement se voient complètement démunis de la suite des choses de leur projet de vie. Mais eux auront peut-être la chance de rentrer. Ils vont rentrer avec la grande tristesse et le sentiment d'échec quand même. Ben oui. Mais eux peuvent encore rentrer, que ce soit par leurs compétences ou leurs moyens financiers. Mais toi et moi, on le sait, des gens qui ont quitté des pays où déjà la situation était très, très fébrile ne quitteront pas nécessairement. Donc, je crois qu'on manque beaucoup d'envergure ou de prévisibilité encore de ce que ça va peut-être faire dans les mois et les années prochainement. Et ça, c'est à la grandeur du Canada, là. C'est pas juste au niveau du Québec. Et c'est d'une tristesse profonde parce qu'on engendre, en fait, on enclenche des gens qui n'auront pas de statut légal ici à rester sur un territoire. Puis il y en a, tu sais, les gens souvent ne savent pas, mais il y a des gens qui ont pas de statut présentement au Canada qui vivent, tu sais, on s'entend là, ils vivent pas probablement pas très bien là, tu sais, avec beaucoup de choses qui leur manquent là, tu sais, mais les gens veulent pas partir, tu sais. Fait que, je pense veulent que pas, ou oserais-je dire, ne peuvent pas toujours dans un contexte culturel. Et ça, encore une fois, c'est très peu connu et j'en conviens quand t'es pas dans le métier ou quand tu côtoies pas nécessairement des gens issus de l'immigration régulièrement. Mais il y a des pays pour qui avoir quitté pour une opportunité au Canada, c'était wow, les gens se sont mobilisés au village pour payer, pour aider à subvenir aux besoins. Ils ne peuvent pas rentrer pour plein de raisons. Oui, c'est pas juste un petit échec et ça n'a pas marché, là. Tu sais, c'est un échec, tu sais, qui a une répercussion, en fait, sur ta famille élargie, sur les gens qui t'ont aidé, tu sais. Fait qu'on comprend pas nécessairement ça parce qu'on vient pas d'une société, tu sais, collectiviste, tu sais, ou en tout cas beaucoup moins, tu sais, on est plus dans l'individuel, mais tu sais, c'est sûr que quand la personne a été soutenue par, tu sais, quand tu parles de son village, c'est vrai, là, tu sais, tout le monde a contribué au projet migratoire, ben, ou en tout cas au projet de travail de cette personne-là. Puis, tu sais, retourner, c'est vraiment
un aveu de déshonneur, là, tu sais. On s'entend, ça peut avoir des conséquences graves, là. Nous, on le comprend pas parce qu'on n'est pas justement dans cette réalité-là, tu sais. Mais je pense qu'il faut vraiment que le gouvernement réfléchisse à ça, puis voit comment, en fait, on fait en sorte que ça n'arrive pas. Ou moins, au moins, en tout cas, qu'on crée pas un phénomène pour qu'il devienne encore plus probant, qu'il soit plus présent dans notre société. Je pense que c'est important d'en parler aussi. Puis je te remercie d'en parler parce que je trouve que c'est quelque chose dont on se parle à peu près jamais ou dont on entend très peu parler. Les gens qui vont rester finalement, même s'ils n'ont pas de statut là, parce qu'ils peuvent pas ou ne sont pas en mesure de retourner chez eux. Oserais avancer. On travaille depuis des années sur la régionalisation de l'immigration. Des gens qui se retrouvent sans statut, qui vont forcément finir par travailler au noir pour survivre, parce qu'en bout de ligne, ces gens-là, c'est des humains qui vont devoir se nourrir, se loger et s'occuper de leurs enfants. Donc, ça reste quelque chose de fondamental. Ils vont probablement se tourner vers les grands centres où les plus grandes communautés existent déjà pour aller faire du couchsurfing chronique et trouver des jobs en dessous de la table à gauche et à droite. Donc, on va créer, en fait, ce qu'on tente d'éviter présentement en resserrant Montréal et Laval, par exemple, ou les régions administratives qui ont un taux de chômage élevé. On le crée, en fait, ce problème-là de retour vers les grands centres. Mais ça, on n'en parle pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Écoute, c'est ça. Ça fera peut-être des petits, tu sais. Je pense qu'il faut en parler plus, tu sais. Puis vraiment, on a abordé vraiment beaucoup de choses. On avait prévu une liste de questions, puis on est allé un peu partout. Je pense que c'est le fun, justement, c'est quand on est passionné de nos sujets, puis qu'on aime en parler comme ça, tu sais. Puis j'ai envie de te demander, en fait, puis de revenir là, peut-être plus, d'essayer de refermer notre entonnoir, tu sais. Puis dans l'expérience que tu as eue là, jusqu'à maintenant avec les entreprises, avec des gens qui sont venus travailler, qu'est-ce qui contribue le plus à une installation ou à un projet réussi? Puis qu'est-ce qui peut le faire dérailler? Je réitère que c'est la préparation en amont. Quand on prépare bien le terrain, autant au niveau de l'entreprise ou de l'établissement scolaire et le projet personnel, ça fait une ligne de temps, en fait, où on peut bien expliquer, bien préparer et quitte à se rendre compte éventuellement dans le processus, ça me conviendra peut-être pas. Et laisser plus la chance aux gens de se poser cette question, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va être viable pour moi de m'expatrier au Québec et au Canada, peu importe là, ma situation, qu'elle soit linguistique, qu'elle soit dans ma compétence ou dans mes capacités financières. Donc, plus on prépare en amont, plus on a de chances de réussite. Et oserais-je dire, dans l'accompagnement après l'arrivée. Donc, par exemple, moi, mes entreprises et mes talents internationaux, moi, je les suis 12 mois après leur arrivée. Pourquoi? Parce que pour moi, ça fait du sens que quand tu arrives dans une région au Québec, que tu te laisses 4 saisons pour vraiment savoir si tu es fait pour vivre au Québec. Donc, oui, on l'a préparé, là, on le vit. Donc, quand on le vit, ça se peut qu'il y ait des accrochages en cours de route, qu'on ait des déceptions, qu'on ait des nouvelles questions et qu'il y ait des choses, soit qu'on apprenne et qui fait que oui, on prospère dans le projet, ou que finalement, non, on va décider de rentrer parce que on n'est pas capable de vivre l'hiver, par exemple. Ça a l'air de quelque chose de niaiseux, ça arrive, mais... ça arrive. T'en as vu, j'en ai vu là, des gens qui sont repartis justement parce que le climat leur convenait pas. Là. Exact. Puis on dit, voyons, c'est de la neige. Non, mais un instant, des gens qui arrivent de l'hémisphère sud, qui ont toujours du soleil, toujours de la vitamin C, que j'appelle, les mois d'hiver sont très lourds sur leur morale. Oui. Donc, des fois, c'est de se rendre compte que ton rythme biologique n'est juste pas fait pour vivre en Amérique du Nord et d'avoir le choix de requitter. Mais encore là, si on t'a mal informé sur ta possibilité de rester ou de quitter, ça crée des enjeux, en fait, de société qui sont difficilement rattrapables, là. Oui, tu vois, c'est drôle, mais tu sais, mettons, dans ma vie personnelle, moi, tu sais, ma mère est née en Italie, mon chum est né au Venezuela, tu sais, puis, tu sais, pour mes parents, non, mais pour mes grands-parents, ça a toujours été difficile l'hiver, tu sais, même s'ils étaient au courant avant d'arriver, tu sais, ils avaient jamais vécu ça, ils venaient du sud de l'Italie, là, il faisait pas froid, tu sais, puis même chose, mon chum à Caracas, il fait 25 degrés minimum tous les jours, tu sais, puis tu sais, ça fait 8 ans qu'il est ici, puis ça fait 8 ans que l'automne et l'hiver sont durs. Ouais. Tu sais, pas juste l'hiver, là. Dès qu'on change l'heure, un changement de tempérament, d'humeur, de tempérament, parce que c'est dur. Tu sais, on dirait que les gens, ils comprennent pas ça, là, mais tu sais, ça a vraiment c'est vraiment un enjeu, je crois, là, tu sais, l'automne et l'hiver, les deux.
Dès qu'on change l'heure, en fait, qu'il y a moins de soleil puis qu'il fait froid puis qu'on est dans nos maisons tout le temps, tu sais, quand tu viens d'un peuple ou d'un pays où les gens vivent dehors, où ça, tu sais, où ça veille tard tu sais, je veux dire, tu changes de mode de vie complètement, là, tu sais. Exactement. Nous, on aime ça, les 4 saisons, on est nés là-dedans, là, tu sais, mais c'est pas toujours le cas. Exactement. T'es en plein dans le mille. C'est pas en tout le plein monde ça. qui se met au ski alpin, à la raquette puis à l'escalade de glace. Non, quand ils arrivent mon au Québec Dieu, en disant, puis- ouh, c'est le fun l'hiver. Mais ils essayent, hein, des patins, là. Moi, je leur dis, allez essayer le patin avec un casque, s'il vous plaît. Ouais. C'est Avec une chaise impératif. aussi. Oui. Une chaise pour se déplacer. Et sortez l'hiver. Tu sais, ça, je le dis souvent, il faut éviter Sinon, c'est justement long. de s'encabaner parce qu'on Ouais. on vient qu'on sait plus quoi faire de nous-mêmes, là. Donc, même Ouais. si vous aimez beaucoup la lecture, là, prenez des marches, tentez d'aller faire des randonnées pédestres, allez au parc avec vos enfants. Vos enfants, eux, ils vont C'est triper important. leur vie dans la neige. Ben oui. Au Québec, nous, on sort, là. Il n'y a pas de souci, une petite tempête de neige, on vit avec ça. Tu sais, c'est encourager à vivre les 4 saisons, justement. C'est ça, tu sais. Puis je pense que c'est un bon conseil qu'on pourrait donner aux gens, ça, tu sais. Adaptez-vous aux saisons, tu sais, ça va être plus bénéfique pour votre état mental, tu sais, pour Absolument. la santé mentale, pour tout, en fait, tu sais. Mais au moins d'aller glisser, tu sais, des fois, le ski, c'est dur, mais aller glisser, c'est le fun. Oui. Écoute, puis ben, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter, toi, qu'on n'aurait peut-être pas abordé, que tu considères important d'ajouter, peut-être? Non, écoute, je crois que c'est chacun de notre côté, que de par notre vie personnelle ou notre vie professionnelle, de s'informer davantage, de se poser des questions sur ce qui se passe, de comment fonctionnent les choses et d'essayer vraiment de diminuer un peu la politisation de l'immigration qui a été créée, qui fait en sorte qu'on voit des choses présentement qui ne devraient pas être au niveau que ce soit discriminatoire ou de fermeture d'esprit. Je crois qu'il faut vraiment engager la communication, oser poser des questions et s'informer pour un peu mieux aborder là, la suite des choses parce que parce que c'est pas un dossier qui est terminé. Non, hein, on en parle beaucoup depuis quelques mois, mais on va en parler encore plusieurs années. C'est pas une réalité qui va s'arrêter demain matin. Là. Non, ça fait partie, c'est ça. Des étudiants étrangers, il va y avoir des travailleurs temporaires, les gens vont être là, fait qu'il faut vraiment voir comment on fait. Je pense qu'on en parle justement, on parle souvent d'immigration en termes de chiffres, de quotas, de besoins de main-d'œuvre, mais il faut pas oublier que derrière chacune des décisions, en fait, il y a des humains. Il y a des humains qui sont là. Fait que, puis je pense que quand on est critique, même en lien avec ça, ben on n'est pas critique des humains. On est vraiment en train de dire que oui, ils ont un parcours, ils ont une trajectoire, des rêves, des réalités. Parfois, c'est difficile quand ils arrivent ici. Puis je pense que le recrutement international ou venir étudier à l'étranger, ça peut être à l'étranger, on va dire au Québec, ça peut être une chance, mais seulement si c'est réfléchi, éthique. Et aligné avec ce que chaque personne vient chercher, hein, puis avec aussi ce que la société peut offrir, puis ce que les entreprises peuvent mieux faire, en fait, pour que ça se passe mieux aussi. Fait en tout cas, très bien dit. C'est ça, puis je te remercie encore d'avoir pris le temps d'ouvrir le rideau sur ce qui se passe vraiment en coulisses là, des nouveaux arrivants, des travailleurs étrangers temporaires, des entreprises. Comment on peut te rejoindre si jamais on a besoin de tes services? Écoute, j'ai mon site web via expat.com tout simplement et je suis sur la plupart des réseaux sociaux également. Ça va me faire un plaisir de peut-être vous accueillir dans ma région du Québec, qui est l'Estrie Canton-Pièce. Oui, merci beaucoup, Mélissa. Puis merci à tout le monde d'avoir écouté avec ou sans accent aujourd'hui. À bientôt.